Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Bon alors, on vous a sélectionné pour redoubler un film très connu. On va vous la faire jouer dans différents genres. S'il vous plaît, fiez-vous au texte qui va s'afficher. Donnez le meilleur de vous-même. Merci. Je ne serai jamais votre allié. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père? Oh, il m'en a dit assez, il a dit que c'était vous qui avez tué mon père. Non. Je suis ton père. Ah! Ah non, non, non. Ah non, c'est pas vrai. C'est impossible. Lis dans ton cœur. Tu sauras que c'est vrai. Oh! Je ne serai jamais votre allié. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père? Oh! Il m'en a dit assez. Il a dit que c'est vous qui avez tué mon père. Non, je suis ton père. Oh! Non, non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Et dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Oh! Je ne serai jamais votre allié. Oh, si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père? Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que c'était vous qui avez tué mon père. Non, je suis ton père. Oh, mais non! Non, non, c'est pas vrai, c'est impossible! Lis dans ton cœur. Tu sauras que c'est vrai. Ah oui, oui! Ah, je ne serai jamais votre allié! Ah, si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan t'a jamais dit ce qui était arrivé à ton père? Oh bah, il m'en a dit assez, il a dit que c'est vous qui avez tué mon père. Non, je suis ton père. Oh! Mais non, c'est pas vrai, c'est impossible. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Ah, je ne serai jamais votre allié. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui était arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez, il a dit que c'était vous qui avez tué mon père. Non, je suis ton père. Quoi? Moi? Oh non, oh, c'est pas vrai, oh, c'est impossible. Ah, lis dans ton cœur, Kong, tu verras que c'est vrai. Je ne serai jamais votre allié. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan t'a jamais dit ce qui t'arrive à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que c'était vous qui avez tué mon père. Non, non, je suis ton père. Ah, non, non, c'est pas vrai, c'est impossible. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Non. Et bienvenue dans cette 28e émission de VHS. Visionnage hautement subjectif. Oui, on est très content de vous revoir encore et toujours pour parler de cinéma, pour parler de films. Et ce soir, on va parler, comme vous avez pu voir notre petit exercice, on va remaker en tout cas nos visions ou nos analyses de films, puisqu'on va parler de remake, Mathieu. Et oui, cette part souvent décriée du cinéma, alors que beaucoup d'autres courants artistiques utilisent aussi le fait de refaire le remake. La peinture, on fait des peintures de plusieurs fois du même tableau, enfin, ou de la même scène que l'on veut représenter. La littérature aussi n'hésite pas à faire des remakes, à faire des plagiats, ou au contraire à refaire on s'appelle une histoire qui existe déjà pour donner un nouveau sens. Voilà. Mais donc le cinéma c'est particulier parce que c'est un art et une industrie en même temps. Donc des fois il y a Donc, on va dire des vrais remakes avec des vraies nouvelles propositions, voilà. avec des nouvelles vrais auteurs, et on surfe des fois sur des remakes juste pour gagner de l'argent. Le remake à l'hollywoodienne, Ouais. tellement décrié aujourd'hui, parce que justement il y a du pognon, peu de passion, et on espère capitaliser sur le couillon de payant. Hein. Voilà.
Et même parfois, j'ai envie de dire, parce que là, les remakes, je pense qu'on a eu, bon, il y en a toujours eu, et vous allez Oui, voir bien pourquoi sûr. il y en a toujours eu. Il y en a eu quand même pas mal dans les années 2000, Mm. sur pas mal de grandes licences, parce qu'ils commençaient à avoir 15, 20 ans. Et depuis maintenant, j'ai envie de dire peut-être depuis 2010, les années 2010, on arrive sur, pas forcément des remakes, mais des suites à licence, des suites nostalgiques, Voilà. enfin, vendues comme de la nostalgie. Qui sont faites Vendu. des remakes déguisés. Voilà, sont souvent des remakes déguisés, comme, je me ferais peut-être taper dessus, mais comme certains Star Wars, le Star Wars 7 pour moi est un Ah, mais- remake un peu déguisé. Mais c'est ça ce que j'ai dit quand Et, j'étais voilà. au cinéma avec Axel, Axel De Bruyne, Ouais. que tu connais. Ouais, ouais. Déjà, je lui ai dit, ah bah tu ressembles exactement à Adam Driver. Ce qui est Mais pas même faux. voilà, un peu comme Mais, on va dire, on pointe Star Wars, mais moi je suis pas fan de Jurassic Park. Jurassic World est quand même une sorte de remake déguisé, en tout cas le premier. Donc voilà, donc en tout cas on va parler de remake. Merci Mathieu d'avoir lancé directement cette définition, mais en même temps on Oui. sent obligé d'en parler, je le remake quand on Ben parle. oui, bien obligé. Alors, il faut savoir que de toute façon, Méliès lui-même faisait des remakes de ses propres films, parce que c'était une autre économie du cinéma à l'époque. Donc, quand un film fonctionnait bien, plutôt que de s'embêter à retirer une image, autant refaire le truc, surtout on connaissait mieux la manœuvre, donc c'est le côté forain de l'époque. Effectivement. Si vous voulez voir des bonnes émissions sur les remakes, je vous conseille évidemment d'aller voir Le Fossoyeur du film, Oui. qui a fait une série en 2 parties sur les remakes. intéressant, Et puis bon, effectivement. François Théruel a tellement à dire sur le cinéma que c'est toujours du bonbon de l'écouter. Et en tout cas, nous suivons sur cette émission, puisque dans quelques secondes, on va parler du premier film qui a été remaké de Ton différentes film. façons. Effectivement, c'est mon film, donc c'est parti. La sélection de Fabien. Et oui, on va commencer avec mon film, même j'ai envie de dire avec mes films, parce que je vais en Oui. traiter indirectement de 3, liés à une même histoire, liés, C'est obligatoire dans notre thématique. bien sûr, et même le tout premier, la première adaptation de cette histoire est Mhm. liée à une nouvelle qui est elle-même inspirée de l'affaire Roswell. Donc l'affaire Tout à Roswell, pour faire très rapidement, c'est une des affaires parmi plusieurs sur, soi-disant, une soucoupe volante ou un objet Mhm. non identifié à l'OVNI se serait écrasé aux États-Unis et qui a fait polémique à l'époque. Voilà. Et qui n'a jamais été vraiment véridique, ou en tout cas vérifié. Donc parmi cette zone 51, il y a plein de... C'est au Nouveau-Mexique pour cette zone-là. Oui. Mais voilà, inspiré de cette nouvelle-là, et surtout le premier film sorti en 1951. Donc la chose d'un autre monde. Mm. Donc voilà, donc là qui est adapté effectivement de cette première nouvelle. Et contrairement aux autres films qu'on va parler après, ici on suit une équipe de scientifiques qui se trouve être du coup en Alaska, dans une région très 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 froide, et ils vont faire une découverte plutôt effectivement extraordinaire, puisqu'ils vont tomber sur une forme humaine, Mhm. peut-être extraterrestre, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est un monstre qui aurait été congelé, qui Et aurait... surtout, on voit la soucoupe. On voit la soucoupe effectivement, et cette forme à tendance humaine va être un extraterrestre dit végétal en fait. Voilà, un être Un belliqueux en être tout cas. belliqueux effectivement, et tout va se passer plus ou moins mal parce qu'il va pouvoir prendre différentes apparences, ou en tout cas contrôler différentes choses, et Voilà, il va parce se que dupliquer. dans ce film-là, il ne change pas d'apparence. Non, il va pouvoir il va prendre l'apparence de plante ou d'avoir des raccourcis. Il a Oui. des pouvoirs, je veux dire, dans ce sens-là. Oui. Il va prendre pas de forme différente, effectivement. Je me Ce reprends. n'est pas un métamorphe. Pas métamorphe, mais il va pouvoir avoir des pouvoirs un petit peu particuliers et se dupliquer aussi, etc., etc., comme peut le montrer le deuxième film, parce que c'est celui qui est le plus connu, j'ai envie de dire. Ouais. C'est The Thing, parce que John Carpenter, Carpenter. en 81, sort The Thing, un des films qui est le plus connu à ce jour concernant ce réalisateur, Mais oui, qui n'était pas très applaudi à sa sortie en tout cas, mais 82. a pris effectivement du Galon. du culte avec le temps. Enfin, comme tous les Carpenters quasiment. Hein. Ouais, effectivement. Et du coup, effectivement, voilà. Donc The Thing est très connu. Et ensuite, on a remaké, entre guillemets, The Thing avec le même titre en 2011, qui est en fait le préquel de The Thing. Et donc là, par contre, c'est vraiment ton film, c'est celui-là, puisque c'est à la fois le remake Ouais. et le préquel Et le- de The Thing. Et le préquel. Donc, je C'est vous là aussi raconte- The Thing je que vous ça s'appelle. raconte pour cerner. Donc La chose dans notre monde, 51. Une forme humaine dite extraterrestre pardon, et végétale. The Thing est une forme extraterrestre, donc voilà, on Voilà. ne sait pas trop, une sorte d'insecte un petit peu particulier, qui va prendre forme humaine, qui va pouvoir se mimétiser dans son environnement. Et The Thing 2011, le remake du premier en tout cas, Enfin, le remake donc du second, puisque là c'est... du second, mais du premier The Thing, je veux dire. Voilà. Voilà. Chose d'un autre monde, c'est le premier film. Donc si je traite du premier, de 51, il est à voir pour les cinéphiles, il est très chiant à regarder je trouve, parce qu'il y a énormément de scènes de dialogue, très loin d'être toujours utile. Quelques séquences plutôt sympas, en tout cas pour l'époque, d'effets spéciaux qui étaient quand même plutôt bien réussis.
Et le propos est vraiment dans cette conspiration, dans ce fait de qu'est-ce que l'extraterrestre aujourd'hui, en tout cas dans les années 50. On sent bien l'écho effectivement avec beaucoup guerre de froide, dossiers déjà. secrets, la guerre froide. Effectivement, donc à voir pour les cinéphiles qui veulent vraiment s'y pencher. Moi je l'avais jamais vu, donc du coup j'ai voulu le regarder pour savoir quelle était l'origine du projet. Parce que The Thing est un de mes films d'horreur moi préférés Et pareil, depuis très longtemps. depuis qu'on l'a vu, tout simplement. Depuis qu'on l'a vu, effectivement. Donc, mélanger effet plateau et effet animatronique, et qui était génial. Et The Thing de 2011, du coup. Le remake suite, Avec des SFX. avec des SFX, encore de la mécanique, encore de l'animatronique. Mais surtout l'image de synthèse. Ouais, de l'image de synthèse. Mais qui est Pas pour de la moi- meilleure. Bah alors, pas de la du meilleure posture, mais qui est quand même plutôt soignée. Je la trouve pas dégueulasse, même en l'ayant revue. film. Moi, j'ai T'as tiqué. du mal hein, parce j'ai que tiqué. moi je trouve qu'elle est elle est pas mauvaise, hein, encore. Je trouve qu'elle tient un peu la route. Qui était réalisé lui par un Norvégien. Alors j'ai plus son nom Alors, si c'est. sinon, Tu sais lire le norvégien? Matij von Inningen Ouais. Junior. Tu l'ignores. Donc là, c'est un remake, J'espère pourquoi, que c'est entre ça. guillemets, puisque effectivement, même s'il prend le processus de vouloir expliquer l'histoire de la base des Norvégiens pardon, qu'on voit furtivement dans le premier de The Thing. Carpenter, puisqu'ils sont déjà morts, voilà, on va comprendre ce qui s'est passé, du coup. Voilà. Donc là, pour moi, c'est un peu un remake, dans le sens où même si c'est déguisé par effectivement un préquel, la dramaturgie va être très Exactement la semblant même. la même. Il y a juste la fin pour moi qui va changer. Il y a un acte de fin qui est un peu différent puisque dans le suite de Carpenter, ça finit, c'est un huis clos de A à Z et ça finit avec très peu de personnages à la fin. Et puis il sème encore le doute. La Ouais. dernière séquence, on ne sait pas sur les deux personnages qui restent entre Kurt Russell et son acolyte, on ne sait pas qui est la chose. Si la chose est encore là, on ne sait pas. Alors que là, on est plus sur une dramaturgie très Hollywood effectivement d'aujourd'hui. Il y a une séquence avec carrément l'intrusion dans le vaisseau spatial qui a été découvert dans les deux films, dans tous les cas. Ouais. Et du coup, avec une fin qui est clairement plus précise, je ne vous spoilerai pas, mais qui est largement ouverte, j'ai envie de dire. Donc, sur cela. Donc, c'est un remake, pourquoi? Parce qu'effectivement, il suit la même dramaturgie, même s'il va flirter et faire des références très précises et vraiment très bien documentées sur le décor original de celui de comment Carpenter Ouais. l'avait décrit. Des objets placés, par exemple, il y a une hache qui a été plantée à un endroit, elle sera effectivement plantée au même endroit. Un mec qui sera mort dans une position, il sera effectivement remis dans cette position et on y fera un clin d'œil. Mais encore, Et moi on va j'ai. arriver. Alors. On va arriver après à cela. Donc moi je le trouve pas mauvais, c'est une suite qui se regarde plutôt bien, même si ça reste pour moi un remake déguisé. Toi Mathieu, dans l'ensemble des trois projets, quel est ton préféré? Donc moi ça reste Carpenter. Ça sera aussi celui de Voilà. Carpenter. Et Mais préfère étendre vers ce qui se fait aujourd'hui ou peut-être revenir à ce qui se faisait dans les années 50. alors, ce qui se faisait dans les années 50, en fait, est une adaptation par rapport aux moyens du cinéma de l'époque, parce que effectivement, dans l'histoire d'origine, Who Goes There, c'était bien un monstre métamorphe. Donc, comme a repris Carpenter, comme a repris ensuite donc The Thing 2011. Là-dessus, je ne suis pas grand fan du travail qui a été fait parce qu'on perd justement le côté paranoïaque. Il y avait toujours le côté justement agressif, mais je trouve qu'on y perd. Donc, mais je préfère quand même, d'une certaine manière, disons, j'ai plutôt de la tendresse pour le film de Christian Nyby, surtout, en fait, plus exactement le film du producteur Howard Hawks, que pour le film de 2011, qui m'a beaucoup déçu. Alors, Donc toi tu ne l'avais pas vu celui-là? Je l'avais T'avais pas vu les vu. deux premiers mais pas le dernier, et moi C'est j'avais ça. les deux derniers mais pas le premier. donc, comme film, bon, il tient la route. Par contre, c'est en tant que à la fois préquel et que remake. Comme remake, ben, le problème c'est qu'il fait quasiment que la même chose que le premier film, pardon, que le deuxième film. Et même certaines idées sont moins bonnes que celui Voilà. de Carpenter. Notamment Tout à fait. la fameuse séquence où ils vont essayer de savoir qui est un monstre, qui est peut-être la chose qui est encore humain. Encore que ça, c'était une bonne idée. Ouais, je trouve. Parce que là, justement, c'était une nouveauté. D'accord. Et donc, c'était une idée intelligente. Bon, moi, le gros problème, c'est, en plus, bien sûr, des effets spéciaux qui m'ont pas vraiment convaincu. On est pas Il n'y avait d'accord que la sur ça. scène, il y avait que la scène de la cuisine qui me mettait un peu de suspense. Ouais. Par contre, moi, ce qui est important là-dessus, c'est que pour un remake, donc, il faut qu'il soit quand même original, ça c'est raté, et en tant que préquel, il fallait que justement ça se conduise bien avec le signe original. Or là, c'est pas bon, parce Pourquoi que la hache dans le mur, ça c'est bon, ok.
le mec, le cadavre dans le... Dans la salle de contrôle, dans la salle de contrôle, c'est ouvert les veines. voilà. Ouais. Mais ça, justement, moi je l'ai pas retrouvé, donc je sais pas d'où ça sort. Si, c'est dans le celui de Carpenter. Oui, on, si. On le voit mort, on ne voit pas l'acte, mais on le voit mort. Je sais, mais dans le film de 2011, on l'aperçoit. moi oui, on l'aperçoit, mais on ne sait pas comment il s'est tranché les veines. Ah non, il n'explique pas. Voilà, Ouais. justement. Or, le problème, c'est que cette place-là, ça sort de nulle part. De même, l'hélicoptère de fin qu'on retrouve donc au début du premier The Thing, avec le chien poursuivi par les deux Norvégiens, Ouais. ça, il s'est sorti de son cul. Ça, je veux dire, ils ont fait une scène de fin, quasiment post-générique, puisque c'est pendant le générique que ça se passe, pour expliquer ça avec un des trucs les plus paresseux qui soit, à savoir je m'étais caché, dis donc, pour le mec qui va poursuivre le chien. C'est-à-dire que le chien s'était caché le temps Non, qu'il sorte. non, c'est le mec avec le fusil. Ah oui. Il s'était caché, mais putain, s'il était caché, c'est-à-dire qu'à un moment t'as vu. Alors pourquoi, d'où est-ce qu'il sort ce mec-là? Oui, c'est pas faux. Et ça m'avait énervé, parce que justement je trouvais que c'était de la paresse. Mais par exemple, moi j'ai bien aimé le fait de montrer, comme dans le 1, qui reste quand même iconique, une des transformations Ah oui. mal faites, le fait où il y a un mec avec deux visages. Oui, mais ça c'est bien dans amené le 1, aussi, ouais. comment il avait... Oui, mais comment dans le Comment il remake, arrive. ils ont amené cet accident-là. Et dernier élément qui m'a embêté, normalement dans celui de 82, on voyait une cassette VHS, qui montrait justement les Norvégiens découvrant l'engin sans toutefois qu'on puisse bien identifier ce que c'était. Ouais. Et la scène de découverte justement de l'engin spatial n'est pas du tout raccord. Non, par contre là, c'est là où je trouve qu'elle est pas raccord, parce que le vaisseau spatial ne ressemble pas, elle n'a pas du tout la même envergure, elle n'a pas la même taille, et pas Mais raccord. surtout, ils sont pas en surface. Il y a des effets qui sont trop faciles là-dedans au niveau scénaristique. Donc moi, c'est pas un mauvais film. Non, je trouve pas que c'est un extrêmement bon film, je trouve pas mauvais, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Mais il est dans l'ombre de Carpenter. Ah mais forcément, il n'y a pas à dire. Bon voilà, en tout cas, moi je vous conseille quand même de voir les trois films si vous êtes passionné Bien du sûr. film central, celui de Carpenter qui est quand même le plus réussi et le plus intéressant à voir. La chose dans notre monde de 51 pour les cinéphiles et purs cinéphiles, Oui. et ceux qui veulent tenter The Film de 2011, on est loin d'avoir un chef-d'œuvre, mais on n'a pas un film inintéressant, il reste des choses à voir. Mais voilà, je voulais vous parler de ce projet qui était vraiment découpé en trois films très différents et d'époques forcément différentes. Et bien entendu, si vous pouvez, lisez aussi la nouvelle pour voir. Et il y a une adaptation, alors comme le vieux, de La chose dans notre monde, il y a une adaptation asiatique. Alors, soi-disant, j'ai pas vu le film, j'en ai vite entendu parler, c'est un mélange entre Le Crime de l'Orient Express et La chose dans notre monde. Voilà, donc à retrouver le titre, je l'ai plus en tête, si je le trouve, je vous le mettrai dans les S'il descriptions. te plaît, donne-moi ça parce que moi ça me donne envie ça. Ça me reste ça. Bon, on passe au tien, Mathieu. On va passer au Eh mien. bien, c'est parti. La sélection de Mathieu. Et re-bienvenue donc sur VHS, cette fois pour ma partie, puisque là, mes deux films, Ouais. puisque moi il s'agira de deux films, La Petite Boutique des Horreurs, je pensais qu'il y avait plus de métrages que ça, mais en fait on a surtout fait deux. Bon, c'est pas grave parce que ça reste quand même dans la thématique. Donc La Petite Boutique des Horreurs, là par contre ce n'est pas tiré d'un bouquin, c'est tiré de l'imagination et surtout de la production assez démente de Roger Corman. Alors Roger Corman, moi je l'ai connu qu'avec Carnosaur au début. J'étais gosse, on en avait parlé dans l'émission des Nanars, parce qu'on avait parlé de Carnosaur 2. Oui. Il était produit par Roger Corman, peut-être pas lui le réalisateur, je sais Non, plus. non, Mais en lui, tout c'est cas, il le avait fait le producteur. premier, donc Roger Corman. Moi, je le connaissais vraiment en tant que réalisateur de Daub, j'ai envie de dire. Oui, oui. Ben, c'est un peu sa réputation. Et pourtant, Roger Corman, c'était le mec. Par exemple, on n'aurait jamais eu Terminator sans lui. On n'aurait pas eu James Cameron, on n'aurait pas eu Joe Dante, on n'aurait pas eu même Francis Ford Coppola. Parce que tout cela sont sortis de l'écurie Corman, comme on l'appelait. C'est-à-dire que ce bon vieux Roger Corman faisait des petits films à petit budget et il les faisait de manière à ce qu'ils soient rentables. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait tourner justement des petits jeunes. Et tous ceux qui sont passés par là, ou presque bien sûr, parce que quand on a une grande quantité, on a aussi des pas bons, mais il a fait tourner Scorsese, il a fait tourner Jack Nicholson. Beaucoup d'acteurs et de réalisateurs sont passés par lui parce que justement c'était une école d'apprentissage. Là on devait faire des films vite et bien et pour pas cher, donc on apprenait vite le métier. Et donc La Petite Boutique des Horreurs, là par contre c'est lui qui l'a réalisé. C'est un film qui est devenu culte parce que c'est en plus un film qui a été tourné en 2 jours, mais qui est
très bien fait. Au vu de la condition de tournage, donc fait tourner en 2 jours, un budget qui était ridicule. Oui. Le scénario écrit aussi en quelques jours. Voilà. Il n'y avait rien de profond et moi j'étais surpris aussi. Et ben, pourtant, ça reste un bon film. Ça raconte l'histoire d'un jeune, d'un employé un peu simplé, d'un fleuriste, qui est amoureux de l'autre employé qui s'appelle Audrey. Et il est un peu tourmenté par son patron, il est un peu tourmenté par tout le monde. Mouchnik, voilà. Ouais. Et parce que justement, c'est un bêta. Et surtout, la boîte est en faillite. Eh oui. Et il va trouver une plante sans doute d'origine extraterrestre qu'il va appeler Audrey Junior, une fleur qu'il va nourrir et dont il va découvrir qu'elle se nourrit particulièrement bien de sang, jusqu'à même réclamer Feed me. Plante carnivore au sens précis du terme, quoi. Ah oui, totalement. Ouais. Donc ça c'est pour le premier film. Ça c'est le premier film et le remake donc de Frank Oz avec Rick Moranis dans le rôle principal. Est une comédie. Chérie, je vais y arriver, pardon. Et SOS Fantôme aussi. SOS Fantôme, bien sûr. Et donc, ce charmante histoire, en fait, est déclinée de la comédie musicale de Broadway, qui elle-même était déclinée donc, du film de Roger Corman. Le réalisateur du tout premier Magicien d'Oz. Tout à fait. Ouais, ça fait des choses. Hein. Mais donc, le film, le remake, là, est dans un quartier encore plus miteux. Même en 86, on voyait déjà les effets des Reaganomics, donc la pauvreté qui explose, les gens qui deviennent de plus en plus cupides et tout ça. Qu'est-ce que toi pensais des films, toi? Donc je n'avais vu aucun des deux. Pourtant j'avais cette image de plante carnivore plus tirée du deuxième, j'imagine, en tout cas du remake, quelque part. Alors je ne sais plus dans quoi je l'avais vu, mais j'avais jamais vu ce film-là et je n'avais jamais fait le reprochement en fait que La Petite Boutique des Horreurs était vraiment un film connu en fait. Donc j'ai regardé dans l'ordre forcément. Oui. Le premier effectivement au début me laissait suspect les 5 premières minutes. Je dis oula, je pense que ça va partir dans un truc un peu chiant à regarder. Et au fond non, parce que même si l'image est vieillotte, même si c'est du 4 même si c'est du noir et blanc, même si le son est pas ouf, on sent que le délire est là. Et moi que j'aime dans ce film-là, que j'ai préféré par rapport à l'autre d'ailleurs, c'est que il y a ce côté mélange entre du burlesque, entre de la comédie noire, entre un truc, un drame même limite par moment. Non, j'ai aimé le peu de moyens qu'ils avaient, et je pense qu'avec plus de moyens, peut-être qu'à l'époque, il n'aurait pas été aussi culte aujourd'hui. Parce qu'il respire effectivement ce fait maison, ce fait avec 3 bouts de ficelle. Débrouillardise. Le système Corman. Il marche bien. Le casting principal n'est pas connu du tout, mais il tient la route. Et effectivement, voir un des premiers rôles de Jack Nicholson dans un mec sadomaso qui aime bien se faire torturer par un dentiste, c'était génial à voir. Ah, voilà, il y a même un des... celui qui la séquence qui m'a fait le plus rire, je crois que le personnage qui m'a fait le plus rire, parce que ça sortait de nulle part. Au début du film, il y a un mec qui vient pour acheter, on imagine une fleur, et il est valdagué dans tous les côtés entre les dialogues du patron, de l'employé, etc. Et en fait, il vient pour manger des fleurs. Oui. Le mec, il vient, il est spécialiste dans la passion de la fleur, et il veut manger les fleurs, et ce n'est rien d'autre, alors j'ai plus son nom, mais c'est le mec qui joue dans les Gremlins. Ah oui, oui. Qui le bougon là qui se fait attaquer dans sa maison, qui a la pelleteuse et tout, qu'on voit même dans le 2. Est-ce que j'ai son nom? J'ai plus son nom, mais c'est ce mec là, dès que je l'ai vu, je l'ai reconnu, j'ai fait, et c'était drôle de le voir dans ce genre de rôle, mais il n'y a pas les photos en plus, donc on va pas trouver les... Il n'y a pas les photos. Oui, donc bref, en quoi c'est le mec des Gremlins, bref, moi ça m'a fait marrer de le voir dans ça. Donc le premier est quand même plutôt drôle et plus facile à regarder que la chose de ton monde par exemple. Voilà. Vraiment plus sympa, plus rythmé, plus drôle, et j'ai même préféré effectivement celui-là au deuxième. Pourquoi le deuxième je l'ai moins aimé? Le casting était quand même cool. Rick Moranis, moi j'aime bien le personnage. Il y a une apparition de... comment il s'appelle, celui qui joue le dentiste oui, c'est... Steve Martin. Steve Martin dedans, qui joue dedans, voilà. Mais il m'a fait moins délirer, moins marrer, même si les effets spéciaux de la plante... Puis il y avait Bill Murray aussi dans le rôle du Mazo. Mais il m'a fait moins délirer. Pourquoi? Parce que Frank Oz a mélangé son projet, et ça me semblait normal, enfin logique, avec de la comédie musicale. Et je trouve que cette comédie musicale, ce film comédie musicale ne marche pas avec le propos du film de base. C'est vrai qu'en plus, les chansons sont assez oubliables. Sont pas bonnes, j'ai envie de dire, et elles n'apportent rien au film concrètement. En fait, comme elle réexplicite ce qu'on avait déjà vu, c'est un peu dommage. Donc voilà, mais les effets spéciaux, en tout cas l'animation de la plante est vraiment géniale, j'ai trouvé que c'était le point fort du film.
Ça m'a même fait penser à la plante de Jumanji. Je pense que c'est peut-être Oui, le oui. même créateur, je pense, parce que. Oh, c'est possible, je crois que c'est Jim Henson, Creator Show. Ah ouais, donc était propre. Donc j'ai préféré le vieux qu'au premier, mais les deux sont plutôt cool et l'histoire de base est quand même plutôt originale. Oui, elle est très sympa. Donc toi Mathieu, plus le 1, plus le 2. Plus le 1, aussi. mais déjà parce que par nostalgie, et puis encore une fois, c'est vrai que le côté musical arrête l'histoire, ce qui fait qu'en fait on se rend compte que l'histoire effectivement est très condensable. Ouais. Ça dure à peine 1 heure pour le premier, l'original. Là, ça dure 1h30 si je me souviens bien, alors que ça pourrait durer 1 heure tout court. Et, Le premier dure 1h10, il est pas voilà. trop long, ouais. Et moi, ce qui m'a embêté aussi, c'est surtout Audrey Junior. La personnalité d'Audrey Junior dans le remake est beaucoup développée, mais surtout, elle va trop loin. Ouais, alors que sa simplicité dans le Elle casse 1, le mythe du tranquille. monstre en fait, Voilà. le mythe de la ouais, parce que là ça devient vraiment un personnage iconisant avec une voix qui est drôle, hein. On dirait même limite une star du rock de la plante végétale, mais en même Je temps pense, c'était doublé par un chanteur de rock connu, je crois de Oui, l'époque, oui. si je me trompe pas, ou une chanteuse, je sais plus, je crois que Non, c'est c'est un chanteur. un chanteur de rock connu. C'est un homme. Mais ouais, le visuel du 2 est cool, mais l'histoire et en tout cas le charme du premier film est plus sympa. Encore qu'il y avait une manière de faire entrer le personnage du dentiste de manière plus intéressante, je trouve. Mais sinon, c'est vrai qu'on y perd trop pour ce qu'on y gagne. C'est un seul détail différent parce que dans le premier, c'est un personnage qui va se faire bouffer parmi tant d'autres, alors que dans le 2, ils l'ont attaché au fait que ce soit le copain de l'employé d'Audrey. Donc il y a une petite différence, mais voilà. Donc je conseille de quand même les voir. Les deux. Oui, bien sûr, au moins on n'y perd pas. On ne perd pas de son temps à regarder ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bah voilà, on vous a conseillé du coup 2 groupes de films, on va dire, qui ont bien évolué. Bon bah en tout cas, on était content de vous parler de remake. Et là on est encore plus content maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on va accueillir un invité qui nous tient vraiment à cœur. Et lui, c'est un original. Ouais, et il nous donne toujours de la voix et ça nous fait plaisir de l'entendre. Ah. T'es prêt ? Oui, 3, 2, 1, c'est parti. l'invité. L'invité du jour. Et nous revoilà en deuxième partie de cette émission. Et moi je suis plutôt content, je suis plutôt même excité d'être dans cette interview. Et je crois que nous sommes 2. Ouais, parce qu'on... Même 3. Parce qu'on accueille Christophe. Je cache mon excitation, les gars. On accueille Christophe Hamon avec nous ce soir. Et tu es un peu la définition nantaise pour moi du saltimbanque. Voilà, ça c'est ma définition perso. Après avoir été cadre commercial un jour, afin de rester fidèle un petit peu à l'enfant que tu étais, plus précisément en 2001, tu as tout plaqué pour être un chanteur de rue. Ouais. Après diverses expériences et au fil du temps, tu es devenu comédien pour le théâtre, tu es notamment mis en scène du théâtre et tu es surtout connu pour être acteur pour le cinéma et la télévision. Et tu es quand même un comédien un peu incontournable de la région nantaise. Mais parce que des vieux cons comme moi avec ma gueule, il n'y en a pas des masses, quoi. C'est bien pour ça. C'est bien ça qui me donne du boulot. C'est pour ça que je cultive. Ouais. Et vous, spectateurs, si vous nous entendez depuis quelques minutes, si vous entendez Christophe, je pense que vous avez reconnu parce que tu es notre petite voix de notre émission. C'est le rôle de ta vie. Ouais. Depuis le début. Je suis ravi de ça. J'avais oublié parce que j'ai fait 2 ou 3 trucs depuis. Et je suis content de constater que vous avez gardé ça et ça me fait rire. Je trouve ça sympa. Et donc depuis 2016 maintenant, donc ça va faire effectivement 2 ans et demi. Est-ce que tu peux juste me faire VHS, l'émission des films plus ou moins connus ? Juste pour nous là, vas-y, comme ça en direct. Le plaisir le bonbon. VHS. L'émission des films plus ou moins connus. Et voilà, ça c'est notre Christophe. Donc voilà, notre émission malheureusement, j'en viens de heureusement, elle a cette voix qui est notre paquet de bonbons. Et oui, emballage bonbons. Si on fait des vues sur internet, c'est quand même grâce à lui. Grâce à cette voix. Tous les mois, on pourrait être content de cette belle voix. Donc on est très content de t'accueillir effectivement, donc en tant que comédien au sens large ce soir. Et moi ma première question elle est toute simple, c'est pourquoi ce changement radical de parcours dans ta vie ? Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à être devant la caméra en fait ? Alors, pour reprendre ce que tu as dit au début, effectivement, ce changement radical, c'était dû c'était une question de survie. Je n'aimais pas ce que je faisais, j'étais commercial et on me parlait d'argent, des cours du dollar, des cours du pétrole à longueur de journée. J'étais dans l'industrie. Je voyageais en avion toute la journée, je rencontrais que des gens forcément très très importants, en tout cas le pensait-il, et moi c'était devenu insupportable. Il m'est arrivé pour l'anecdote, c'est vrai, une fois de m'arrêter avec ma grosse voiture que j'avais à l'époque, et de me garer
et d'enlever mes chaussures et mes chaussettes et d'aller marcher sur l'herbe au bord d'une route. Et c'était devenu un besoin vital. Je ne suis pas mystique, je ne suis pas chaman, je ne suis rien du tout. Mais là, c'était une question de survie. Et raconter des histoires, c'est encore ce que je fais le moins mal dans la vie. Donc quand on est comédien ou metteur en scène ou qu'on est auteur, donc ça correspond bien. Donc je m'amuse bien à le faire. Voilà. Donc, Et nous, on prend plaisir à te voir, à t'écouter. à te voir, Merci. effectivement. Et puis, on va parler de ta filmo, un petit peu tous les projets que tu as pu un petit peu dernièrement nous amener ou en tout cas travailler. Quelles sont tes inspirations, on va dire, un petit peu cinéma? Quel est le genre de cinéma qui te parle? Qu'est-ce que toi, tu aimes voir en tant que spectateur? J'aime être surpris. Je me suis aperçu finalement, alors est-ce que c'est du snobisme? Je ne suis pas sûr, mais finalement, je vais de plus en plus voir des films. Je vais voir des réalisateurs. Et c'est quelque chose auquel je ne pensais pas avant de faire ce boulot-là. Et maintenant, j'aime par exemple Tarantino, j'aime Jacques Becker, beaucoup. Ce que fait Lelouch est toujours intéressant, même si c'est le même film depuis 60 ans ou 50 ans. Mais c'est une vraie œuvre et c'est toujours intéressant. Spielberg fait des choses magnifiques aussi. Dupontel, de toute façon, autant il faut. comédien qu'en réalisateur. Ouais. Très bien. Même si je crois qu'il est un peu fou quand il tourne. Un petit peu, mais c'est un mec génial. Qu'est-ce qu'il y a? Bernie Bonvoisin, c'est un type que j'aime bien et qui a réalisé 2 films très particuliers, dont le premier qui s'appelle Les démons de Jésus et qui raconte mon enfance. Pour l'anecdote, c'est vrai. Hein. J'ai amené mon père voir ce film-là que j'avais vu. J'ai pas pu parler pendant un quart d'heure à la fin du film. Et une semaine après, j'ai dit à mon père, il faut que tu viennes voir ce film-là. Et mon père déteste le cinéma, ça l'intéresse pas, ça l'emmerde. Et il est allé voir, il est sorti du film, il pleurait, il dit, ils nous ont filmés. Je vous jure que c'est vrai. Ah bah, dis donc. Ouais. Les démons de Jésus de Bernie Bonvoisin. Ça, par curiosité. J'irai voir ça parce que Et c'est vrai, hein. Le gamin, le bébé qui naît à la fin du film, ça aurait pu être moi. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont vraiment capté quelque chose dans ce film-là. Quelque chose de particulier qui est assez peu filmé. C'est-à-dire l'après-guerre, les gens de la zone de l'après-guerre. Donc on est dans les années 60, etc. Les jeunes enfants de la fin de la guerre, qui sont devenus adultes dans les années 60, au début des années 60, et qui ont eu des enfants, moi je suis né en 64, c'est ça. Et donc moi c'était dans la région nantaise, mais là dans les démons de Jésus, c'est tourné dans la banlieue parisienne, mais c'est très troublant. D'accord. Ouais. Bon, par curiosité, on regardera. Voyez les démons de Jésus, c'est bien. Ok. Bon, on va suivre le conseil. Bon, là, je vais énumérer quand même pas mal de projets auxquels tu as participé, puis on n'hésitera pas à revenir à chaque fois sur les choses qui t'ont marqué, en tout cas. On a pu te voir dans des séries télévisées comme Ben, Alphonse Président, dans la web-série nantaise qui a connu quand même un certain succès, qui s'appelle Random. Et ils sont sur l'écriture des 3-4 saisons, 4e saison. Voilà, donc on salue d'ailleurs l'équipe qu'on connaît de loin, mais on les connaît un petit peu. Il y a plein de prix partout à l'étranger. Ils sont partis, voilà. On t'a vu aussi dans des longs métrages comme Je demande pas la lune, juste quelques étoiles, c'est ça, Je demande pas la lune, juste quelques étoiles, pardon. Et on est en train, en ce moment, c'est un film qui se tourne en Bretagne principalement, à Ploërmel, de Robert Coudray. Et on est en train, le réalisateur effectivement, et on est en train de tourner son 2e long métrage, puisque Je demande pas la lune a plutôt bien marché dans les films indépendants, à tout petit budget, enfin c'est même plus des petits budgets, c'est pas de budget presque. Et là sur le 2e, il y a un peu de budget. Donc on va tous être payés un petit peu au minimum. Donc Heureux les Fêlés. Dans Heureux les Fêlés, qui va sortir normalement en 2021. Donc je vous invite à voir Heureux les Fêlés J'ai vu quelques en 2021. trames du projet, ça a l'air très intéressant effectivement. Dans la surface de réparation avec Gaston Bide, qui était j'avais un petit rôle là-dedans de patron de café. Mais aussi dans plein de courts-métrages. Alors nous on t'a connu grâce à Ciné Gratis sur Nantes, mais tu as fait quand même plein de courts-métrages en dehors de la sphère école, on va dire. Et le dernier en date qui a fait parler un petit peu de lui à Nantes et qui est parti en festival, si je ne me trompe pas, c'est L'Héritage, qui est une sorte de western nantais. Donc voilà, si on regarde la plupart de ta filmo, c'est quand même plutôt éclectique, dans un sens. C'est un rêve, je te coupe, mais jouer dans un western, c'est un rêve de gosse quand même. C'est-à-dire que quand il m'a proposé ça, le réal, en plus il m'a appelé en me disant qu'il avait un peu pensé à moi pour le rôle, je fais
enfin bon, voilà, vous verrez le film, mais une belle ordure. Ouais. Et, c'est un bonheur. Mais quand je suis dans la bande-annonce, je me suis dit, mais qui n'y avait pas pensé plus tôt de te mettre dans un western? Ouais, ouais. C'est vrai Eh que ça ben, t'allait vraiment, quoi. Et c'était très très bien réalisé, l'image est magnifique. Et j'ai retrouvé plein de ciné créatifs dans l'équipe de tournage. Et le réalisateur, Pierre-Alexandre Chauvat, s'enorgueillit à juste titre d'avoir dans l'équipe à 99% des gens des Pays de Loire. Bah oui. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui bossent bien quoi, dans le coin. Et il y a du monde sûrement pour ça, donc Ouais. ça c'est cool. Donc bah ouais, donc c'est très éclectique et tu trouves des goûts à tout type de rôle en fait, c'est que t'aimes bien effectivement être un cowboy dans un western, être... Ouais, j'essaie de faire des choses le plus différentes, les plus différentes possibles, parce qu'autrement avec ma tronche je vais faire souvent des méchants. Et du coup quand on me propose des choses un peu différentes ou un peu plus profondes, là je m'amuse bien quoi. Des choses fades, plates, linéaires, ça n'a pas d'intérêt. Je cherche plutôt le challenge, quoi. Ouais, Aussi. un petit peu, trouver des choses voilà. nouvelles, quoi. La chose un peu difficile à faire que j'ai pas encore faite, voilà. Et dans D'accord. tout ce qu'on a énuméré, est-ce que tu as des petites anecdotes à nous donner? Par exemple, pour, je sais pas, les séries télévisées, Ben, Alphonse Président. Ben, c'était un tournage difficile, compliqué. J'avais une scène seulement avec Barbara Schulz qui était absolument adorable, vraiment. Et puis, mais il y avait une grosse pression. Ça, c'est la télévision à chaque fois. Beaucoup plus de pression que sur le cinéma. Ouais. Et des fois, c'est pas agréable. Et là, c'était dans un bistrot. Il y avait, je sais plus moi, 50, 60 technos, etc. Parce qu'ils ont moins de temps, peut-être, ils doivent être Ouais, plus ouais, rentables faut que ça aille vite. sur l'instant. Faut que ça aille vite. ouais. Et donc, c'était pas facile. Donc, on fait une première prise. Pas terrible. Et puis j'avais Barbara Schulz à qui je donnais la réplique en face de moi qui me disait non, c'est bien, super, cool, etc. Donc je me suis calmé et on l'a fait en 3 prises en fait. D'accord. Et là, ils ont gardé la deuxième qui était bien. C'était pas très compliqué à faire, mais Troisième, c'était c'est assez important. Nous, les comédiens, sommes des petites choses fragiles. Il faut qu'on soit choyés un peu. Quoi. Non, mais c'est pas des grosses difficultés. Pour moi, les grosses difficultés dans la vie, c'est le type qui va bosser et qui n'aime pas son boulot. Moi, j'ai une chance inouïe, c'est d'aimer mon boulot. Mais des fois, il faut un peu de temps pour sortir une certaine émotion. Donc, il faut nous laisser ce petit temps-là. Et la télévision, Du mal à laisser parfois, n'a pas le temps de C'est le un laisser. travail ce temps. réparatoire, Ouais. hein, c'est Ouais. justement ça. Mais c'était chouette, c'est un bon souvenir. Quand ouais, même. Alphonse Président, du coup, ça, je connais pas. Super souvenir. Ouais, c'est bien. J'ai pas vu. T'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Alors oui, Ouais. alors on en parlait en off, mais on peut en parler un petit peu. Ta vision est intéressante et tu n'es loin d'être le seul, je peux te rassurer. Donc tu ne regardes pas forcément les films après avoir tourné dedans. Si je peux, je les regarde pas, non. Pourquoi? Je déteste ça. Alors, je n'aime pas me voir parce que moi, je trouve pas que ce soit très bon. C'est pas de la fausse modestie pour qu'on me dise oh non, c'est formidable ce que tu fais. C'est parce que moi, j'aime pas. Je trouve qu'à chaque fois, j'en fais trop. Donc voilà. Et puis, surtout, paradoxalement, une fois que c'est fait, ça m'intéresse plus. D'accord. Ça c'est fait. Je passe à autre chose. Donc toi, Voilà. ton plaisir, c'est l'instant. C'est l'instant. tournage. C'est pour ça que, en tant que comédien, j'aime bien le travail devant la caméra. Ouais, cette instantanéité. Oui, Ouais, c'est le bon pas mot. mal, voilà. Et puis ouais, je suis plutôt à l'aise un peu dans l'impro, plutôt qu'une exécution extrêmement cadrée. Va commencer à m'emmerder. C'est peut-être pour ça, comme je suis un peu large, j'ai besoin d'être un peu libre, quoi. Voilà, mais je suis sûr que tu regarderas De notre belles émission étoiles de une fois qu'elle sera rugbyman. sortie. Évidemment. Ah oui. Promis, j'aurais craché. Promis, j'aurais craché. C'est gentil. Oui, et puis tu as aussi tourné dans Lulu Femme Nue. Voilà. Lulu Femme Nue, j'avais un petit rôle là-dedans avec Claude Jansac, la regrettée Claude Jansac, et puis Karine Viard, absolument adorable. Moi, j'avais un tout petit rôle, etc. Et pour l'anecdote, j'en parle très librement, ma scène a été coupée au montage. Solveig Hanspag, la réalisatrice, qui est décédée depuis, ouais, elle a... On tourne la scène, ça se passe plutôt pas mal, etc. Moi, j'avais fini. Et puis, et quelques semaines après, quelques mois, elle me rappelle en me disant « Écoute, Christophe, je suis désolé, on a coupé ta scène pour les questions de rythme du film, du normal. film. Et elle avait pris la peine de me rappeler ce qui m'avait Ce qui est touché. bien dans les Ouais, vraiment, exactement. Très élégant. Donc, Mais ça arrive, c'est un excellent souvenir, ça, de travail. Alors maintenant, une question qui est un peu différente, mais qui est aussi sur ton côté passionné, sur ton côté cinéma. Là, on a parlé de remake dans la première partie de l'émission. Et donc, toi, si jamais il y avait un film dont on faisait un remake, quel film dans lequel tu aimerais jouer si on faisait un remake? Danse avec les loups. Ah oui. C'est le premier qui me vient à l'esprit.
J'ai adoré ce film, je l'adore encore. C'est le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie, je pense, pour plein de raisons. J'aime bien l'histoire des Indiens des Plaines. En tout cas, enfin, j'aime bien. Leur histoire est tragique, mais voilà, il y a des philosophies que je trouve intéressantes. Et le film est beau, bien réalisé. Puis c'était un sacré risque qu'il a pris Costner quand il l'a tourné. Il s'est mouillé, vraiment. Et le pari est gagnant, et voilà quoi. Ça reste un petit Et film je trouve, culte. et j'adore ce film. Toi, tu es un acteur confirmé, mais il y a sur notre belle région ligérienne Tous les jours, de nouveaux, des de nouvelles nouveaux personnes, de nouvelles têtes qui aimeraient être comédiens. et qui se lancent un petit peu dans l'inconnu. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à leur donner? J'ai réfléchi. C'est une question qu'on me pose parfois. Le conseil, il va être un peu étrange. Ne jouez pas. Ah, Surtout ne jouez pas. oula, et pourquoi? Soyez. Et parce qu'il ne faut Vous pas devez. jouer, il faut être. Faut être. Et c'est moi, quand je fais de la direction d'acteur, le principal de mon activité, c'est quand même metteur en scène de théâtre et directeur d'acteur. Et ça représente, on va dire, je sais pas, ouais, 2 tiers ou la moitié, 2 tiers à peu près de mon activité. Puis le reste, après, je suis auteur, etc. Enfin voilà, j'ai plein d'autres casquettes. Et puis, travail de comédien là devant la caméra. Mais il faut pas jouer, il faut arrêter de jouer. Faut pas jouer, il faut être. Faut être naturel, quoi. Ouais, en fait, il n'y a rien de plus simple que de jouer la comédie. La difficulté dans ce travail-là ou dans ce plaisir-là, c'est justement d'enlever tous les artifices. Ouais. De mettre le personnage dans sa peau aussi. Ouais, voilà. Donc d'être. Il ne faut pas réaliser, il faut faire. Ah, dans ce cas, puisqu'on fait, on réalise, on est, Jean, toi, comment es-tu? Donc, quelles sont tes actualités? Bah oui, s'il te plaît. tes projets actuels Alors, qui vont arriver. je suis en train d'écrire un spectacle avec 2 garçons, François Gentilhomme et Bertrand Rameau. C'est un spectacle de lecture, là, ça sera théâtral. Ouais. Où ça s'appelle la BIL, la Brigade d'intervention littéraire équilatérale. Et VHS, c'est un spectacle qui est destiné au festival, aux bibliothèques, aux choses comme ça, aux librairies, où on va faire des lectures et on va dire des poèmes. Donc il y a ça. Je crée un spectacle également avec Karine Desguillois, qui est une comédienne québécoise que j'ai mis en scène dans un spectacle qui s'appelle La Peau d'Elisa, qui tourne toujours. C'est un seul en scène. Elle est magnifique dedans. Et puis il y a la Conf aussi. La Conf, c'est un seul en scène que défend une jeune comédienne qui s'appelle Émilie Rival et qui le défend très très bien. Je dis elle le défend parce que c'est moi qui l'ai écrit et qui l'ai mis en scène. Et elle le joue. Elle revient d'une tournée en Rhône-Alpes là qui s'est entre excellemment passé et formidablement bien passé. Donc non, ça s'est super bien passé. Et on va essayer de le proposer maintenant parce qu'on l'a joué, on l'a vraiment rodé. Ça y est, il est arrivé à maturité. Et on va essayer de le proposer dans les cafés-théâtres nantais et éventuellement parisiens plus tard parce que c'est une conférence sur la connerie. Et ben, ce fut un plaisir, en tout cas, de t'avoir eu à nos côtés. On est très très contents, vraiment très contents de t'avoir eu. Et on attendait le bon moment, et je pense que c'était ce mois-ci le bon moment. Parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. Et on va passer encore et toujours à la fameuse, le fameux piochage le dans le piochage chapeau. Ah, moi je suis venu là quasiment que pour ça. Que pour ça. Mais Antoine l'avait dit. Donc on a dit on va le garder à la Ta fin. main innocente. Parce qu'on le fait jamais à la fin d'habitude, Mathieu, c'est vrai. Ah, Jamais on fait ça à la fin. Si, légèrement. Donc le thème du mois prochain sera, attention, roulement de tambour, tu peux laisser une pièce dans le chapeau. Personne ne l'a jamais fait. Hein. Laisser une pièce. Ouais, mais c'est vrai. on tend à tout le monde, mais jamais personne. Voilà. Je ferai. Moi j'ai été chanteur de rue. Mais c'est pour ça qu'il dit ça, c'est pour ça exactement. Enfin, c'est top Oh, au tiens. banque. Alors ça c'est un domaine que je connais pas. Ah, Non, Oula. vraiment Ah, pas. ça y est, je vois à travers. Les films asiatiques. Oh, ça y est, c'est arrivé. là. Les films asiatiques. Donc c'est un milieu que moi j'ai du mal, mais j'en ai un très intéressant à vous proposer. Je pense qu'il y a des, par exemple Kurosawa, voilà, mais les films asiatiques, je dirais récents, des choses comme ça, je connais pas du tout. Et je pense qu'il doit y avoir plein de choses Il y a intéressantes. des choses intéressantes. Il y en a qui sont intéressantes, mais c'est vrai que c'est un genre de film qui,
on va quand même rime beaucoup avec le théâtre parce qu'ils ont une culture du théâtre là-bas ancestrale qui est quand même différente de la nôtre. Et c'est justement pour ça que des fois j'ai du mal à regarder des films. C'est un jeu par rapport au jeu de comédien, il est extrêmement différent des comédiens occidentaux, on va dire. Exactement. Avec nous, on en parlera. Tu as peut-être déjà ton idée? J'ai quelques idées. On va voir. Moi, j'ai mon idée en tout cas. Ensuite, Et on sera très content de vous en reparler le mois prochain. Merci Christophe encore, je le répète, mais merci beaucoup. N'hésitez pas à nous retrouver sur la page Facebook, la page YouTube de VHS. Et ce soir, le mot de la fin, ça ne sera pas nous. Moi, que Christophe nous refasse son petit coup de voix avec VHS, l'émission des films plus ou moins connus. Ah oui, pardon. C'est à toi. La caméra est là. Attention, c'est un moment unique. VHS. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre voix. C'est l'autre voix. Ah là là, d'accord. Je règle, je t'ai trompé, c'était celle-là. Voilà. Vas-y. VHS. L'émission des films plus ou moins connus. Oh là, cette voix. Oh là Il n'y a là. rien à dire. Allez, 3, Vous l'avez eu 3 2, fois. Ça 1. fait plaisir. Ciao, ciao. Bye. VHS, visionnage hautement subjectif. Un thème, 2 films, plus un invité du cinéma local. L'émission des films plus ou moins connus.